Bonjour tout le monde et bienvenue au studio de Poche. Aujourd'hui je vais vous reparler du Phantom 4 de DJI parce qu'il avait été convenu avec DJI que je ferais une vidéo sur leur drone et dans la dernière je vous avais expliqué que je n'avais pas trop pu le faire voler, donc c'était un peu compliqué de faire une review correcte de ce drone. Et alors après 3 mois d'utilisation de ce drone, qu'en est-il? Je l'ai pas du tout utilisé 3 mois. Parce que la météo est absolument exécrable cet hiver. Alors bon, j'ai bien réussi à m'en servir 2-3 fois, hein, c'est pas le fait, mais à chaque fois c'était entre 2 averses ou 2 coups de vent ou 2 rendez-vous, de machin, donc j'ai pas vraiment eu le temps de prendre pleinement conscience du potentiel qu'il a et surtout c'était compliqué de filmer parce que j'étais souvent seul, donc se filmer en train de piloter un drone et tout, c'est un peu compliqué. Et alors début du mois, il y a Adrien, le Adrien de la chaîne, hein, que vous commencez à connaître je pense, qui me dit: je vais en Islande faire des photos, est-ce que je peux t'emprunter le drone? Je lui dis super occasion de faire une démo du drone, tiens, donc oui tiens prends-le, va me faire de magnifiques clichés, de magnifiques images d'illustration en Islande. Et il s'est passé ça. Donc bon, il tolère bien le vent, hein, le Phantom 4, mais bon, il faut pas déconner non plus. Du coup, on en est toujours au même point. Les principales raisons pour lesquelles je n'ai pas utilisé le Phantom 4, c'est le vent, parce que parfois il était vraiment très fort. Alors, par mon expérience, je l'ai déjà fait voler par 30-35 km/h de vent. Il encaisse ça à l'aise. Bon, il vole un peu de traviole pour compenser, mais il encaisse ça à l'aise. Il vous donne une alerte de vent fort, mais il le supporte très bien. Le truc, c'est qu'on a eu des périodes où il y avait plus de vent que ça, et puis surtout, le gros problème, le truc auquel je voulais pas l'exposer, c'était la pluie. Cet hiver a été extrêmement humide, et du coup, j'ai évité de le faire voler pour ne pas l'abîmer. Parce que, je dirais, le seul reproche que je peux faire au drone de chez DJI, c'est qu'il ne résiste pas à l'eau. Enfin, si, il résiste à l'eau. J'ai déjà fait voler le mien sous la pluie sans problème, le Mavic. C'était pas une pluie diluvienne non plus, mais il a un peu pris la flotte et il se porte très bien. Le problème, c'est que je crois savoir que c'est pas trop bon pour la garantie. En tout cas, dans le manuel de l'utilisateur, il y a écrit l'exposez pas à l'eau, votre drone. Ce qui me fait dire que l'hiver en France n'est pas vraiment la saison des drones. Des drones de loisirs pour voler 5 minutes comme ça entre 2 nuages, à la limite, pourquoi pas. Mais c'est vrai que si vous avez un projet de plus longue haleine, c'est compliqué. Mais bon, ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas utilisé et donc que je ne peux pas vous faire de retour dessus. Et donc j'ai quand même des choses à dire dessus, même si j'ai probablement pas exploité 100% du potentiel du drone. Alors la première chose que je dois dire au sujet du Phantom 4, c'est que c'est de la balle totale. D'ailleurs, en parlant de balle, il fonce comme une balle. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il prenait 30-35 km/h de vent à l'aise. Alors, 30-35 km/h de vent au niveau du sol, hein. Moi c'est ce que je prenais dans la tronche aussi. Mais il y a dans l'air ce qu'on appelle un gradient de vent qui fait que plus vous montez en altitude, plus le vent est fort. Donc je pense même que je l'ai soumis à des vents plus forts que 30 km/h. Mais bon, quand on est loin des arbres et tout, j'ai envie de dire que c'est pas un problème qu'il y ait beaucoup de vent, tant que le vent est suffisamment faible pour que le drone puisse revenir. Pour vous dire, j'ai fait un vol où le drone est revenu vers moi avec une vitesse sol de 9 km/h, parce que c'est indiqué sur l'application, hein. 9 km/h. Sachant qu'il a une vitesse de vol normale de pas loin de 70 km/h, il devait encaisser pas loin de 60 km/h de vent. Et il volait à l'aise. Enfin, à l'aise. Il volait sans se retourner, sans... Voilà. Il avait l'air plutôt stable dans l'air quand même. Et donc, quand il n'y a pas ou peu de vent, il vole à une vitesse R, donc une vitesse dans la masse d'air, de pas loin de 70 km/h. C'est confort. Surtout quand vous avez le vent dans le dos, vous pouvez le pousser en vitesse sol à pas loin de 100 km/h. Bon, dans l'autre sens, ça ira moins vite, forcément, mais bon, pour dire que c'est possible. Il est très, très impressionnant en vol. Je veux dire, le Mavic était déjà très impressionnant quand je me le suis acheté. Je dis, putain, ce machin est une fusée. Il y a beau avoir quelques kilomètres-heure de différence entre les deux, on les sent vraiment. Il est très violent en vol. Alors évidemment, on peut le brider. Il y a un mode gentil, on va dire, avec des détecteurs d'obstacles, etc., qui fait qu'il est nerveux, mais moins. Mais alors, quand on le débride avec le mode sport, il canarde. Hein. Il canarde fort. Un autre truc qui est extrêmement confortable, déjà sur le Mavic, mais encore plus sur le Phantom, c'est l'autonomie de vol.
Adrien a beaucoup utilisé un drone d'une marque concurrente que je ne citerai pas, auquel il reprochait toujours la même chose, c'était l'autonomie de vol. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un drone, il a une certaine batterie, mais quand la batterie est vide, le drone, il tombe. Hein. Donc on évite de la vidanger complètement. Et puis il y a aussi un autre concept, c'est que le drone, s'il s'éloigne un peu, après, il faut qu'il revienne. Et ça bouffe autant de batterie que pour partir. Surtout si vous êtes parti vent dans le dos, que vous revenez vent de face, ça va même en consommer plus. Donc un drone, on vide jamais sa batterie à 100%. D'ailleurs, l'alerte de batterie faible commence à 30%. Vous utilisez donc 70% de la batterie tout au plus. Et même avec 70% de la batterie, on peut aller au-delà des 30% qui restent, mais c'est bien doucement en revenir à la maison, quoi. Et donc, même en utilisant les 70% de batterie, franchement, vous êtes peinard. Alors, DJI indique évidemment une autonomie de vol d'une demi-heure environ. Je crois que c'est 28 minutes ou quelque chose comme ça. Mais bon, ça, c'est une autonomie de vol jusqu'à ce que tu aies siphonné ta batterie. Mais même en allant jusqu'aux 70% uniquement, on vole 20 minutes à l'aise. Mais genre à l'aise. Et puis là, vous êtes à 30%, donc vous avez encore le temps de rentrer à la maison si vous n'êtes pas trop loin, etc. Enfin, ça va, quoi. C'est large. Je préciserai encore que DJI m'a envoyé une seule batterie. Donc une batterie, c'est 20 minutes de vol. Après, vous la chargez quelque chose comme 2 heures et vous êtes reparti. Mais quand je me suis acheté, moi, mon Mavic, j'ai tout de suite pris le pack avec des batteries supplémentaires. J'ai donc 3 batteries, avec 3 batteries, à condition de revenir 2 fois à la maison, la changer, ça prend 2 secondes, hein, vous enlevez la vieille batterie, vous mettez la nouvelle, vous avez 1 heure d'autonomie de vol, tranquille. Et puis alors DJI vous vend aussi des hubs de chargement, donc en fait c'est des trucs, vous mettez toutes vos batteries dedans, elles ne chargent pas en même temps, elles chargent l'une derrière l'autre, enfin c'est un chargeur qui essaye d'optimiser le temps de chargement des batteries, mais le fait est que vous les mettez dans votre hub et 2-3 heures plus tard, vous retournez voler, quoi. Donc on est loin, avec quelques batteries en plus, du jouet frustrant où vous volez 5 minutes et vous rechargez toute la journée. C'est quand même beaucoup plus confortable d'utilisation que ça, surtout pour une utilisation professionnelle. Si vous êtes professionnel, en général, vous partez pas juste avec une batterie. Si vous avez prévu de tourner toute la journée en drone, vous prenez quelques jeux de batterie avec vous, 1 ou 2 chargeurs, et franchement, il y a largement moyen. Largement. Et puis bon, ce que j'aime aussi bien, c'est la gestion de la batterie. Je veux dire, pour l'utilisateur, hein, c'est très bien indiqué, etc. La plupart des gens, quand ils me voient piloter le drone, ils disent « Mais s'il n'a plus de batterie, tu le perds, etc. » Non, c'est très bien foutu. Si la batterie devient faible, alors déjà à 30%, il vous donne une alerte, genre allez, il est temps de rentrer à la maison. À 10%, il prend la main et il rentre à la maison tout seul. Vous pouvez désactiver ça, mais bon, après, c'est à vos risques et périls. Hein. Vu le prix du jouet... je conseille de ne pas abuser, évidemment. Mais après, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé sur l'application, c'est l'indication de point de non-retour. Donc le point de non-retour, c'est quoi ? C'est le drone calcule la distance à laquelle il se trouve et la quantité de batterie qu'il va lui falloir pour rentrer. Et donc même si vous êtes à genre 50% de batterie, si vous êtes allé tellement loin qu'il va lui falloir les 50 derniers pourcents pour rentrer, il vous dit « Bon, maintenant, je prends la main, je rentre, je suis trop loin ». Vous pouvez aussi le brider, hein, vous lui donnez une altitude maximale, une distance maximale, etc. Donc si vous ne voulez pas emplafonner l'espace aérien et la réglementation par la même occasion, vous pouvez très bien le faire. Quand il arrive à l'altitude maximale, il bip, il s'arrête, il bip et il dit altitude maximum atteinte, je ne vais pas plus haut. Ça aussi, on peut le débrayer, bien entendu. Bon, après, chacun prend ses responsabilités, hein. Mais sachez que la limite de l'application, au-delà de laquelle de toute façon il ne voudra pas aller, c'est 500 mètres au-dessus de vous. Et en distance, je crois, c'est 8000 mètres, distance horizontale. Alors, moi, je serais vous, je ne l'enverrai pas à cette distance, hein, parce que ça, c'est la distance théorique jusqu'à laquelle il est capable de capter la télécommande. Mais en pratique, plus vous vous éloignez, plus vous commencez à avoir des sautes d'image ou des alertes de signal faible. Alors bon, en cas de perte de signal, de toute façon, le drone monte à une altitude de sécurité que vous avez définie et rentre à la maison. Donc, le risque de le planter au milieu de nulle part reste très faible. Mais n'empêche que c'est pas vraiment agréable d'utilisation et c'est plutôt stressant si vous êtes loin, que vous l'avez hors de vue et puis que vous commencez à perdre l'image. Hein. C'est pas vraiment le genre d'utilisation que je recommande. Bon, je vais juste revenir sur un truc que DJI m'avait demandé d'aborder parce que c'est quand même la particularité du modèle qu'il m'a envoyé, c'est l'écran intégré à la télécommande. C'est donc le Advance. Et l'écran intégré à la télécommande, en fait, c'est une super bonne idée. Quand j'utilise mon Mavic et que je dois mettre un téléphone ou une tablette avec dans la télécommande, c'est pas que c'est chiant, mais c'est chiant.
Parce que mon téléphone à moi, il ne fonctionne pas avec, il est trop vieux, c'est un Galaxy Note 2. Donc j'ai pris une tablette exprès pour, donc j'ai pris l'adaptateur de la tablette que je clipse dedans, je clipse la tablette, je relie le câble, etc. Ça pète un peu les couilles. Surtout quand on peut rien poser nulle part, qu'on doit tout faire comme ça à la main, c'est un peu chiant. La télécommande du Phantom 4 Advance, t'ouvres l'écran et c'est bon. Alors au niveau de la taille, l'écran, il fait à peu près la taille de mon téléphone, justement, hein, donc un Galaxy Note 2 pour ceux qui situent, mais c'est à peu près la taille de tous les grands téléphones actuels. Hein. Ce truc fonctionne sous Android, on le voit parce qu'on peut sortir de l'application et aller dans les options Android. Il y a le Wi-Fi dessus, donc il peut faire les mises à jour tout seul pour peu que vous ayez rentré votre code Wi-Fi. Ça marche bien. Franchement, ça marche bien. Je ne l'ai pas planté une seule fois. Par contre, j'ai planté ma tablette. Alors, il faut le vouloir, hein, je vous le dis tout de suite. Pour planter l'application DJI, il paraît qu'il y a quelques années, elle avait des problèmes de stabilité. Manifestement, ça a bien été réglé. Mais je vais quand même vous raconter comment j'ai planté ma tablette. En utilisant donc mon Mavic sur ma tablette, j'ai acheté une tablette qui était suffisante pour l'application. Mais si on affiche toutes les options vidéo, donc les zébras, surexposition, sous-exposition, machin, ça fait vachement plus bosser le pros et puis à un moment l'écran il suit plus, enfin la tablette suivait plus, j'avais l'affichage du drone en diaporama, donc c'est pas terrible. J'ai pas eu ce problème avec l'écran intégré, avec le processeur de l'écran intégré de la télécommande du Phantom 4. Elle suit largement, même si vous affichez tous les détails, tous les trucs, ça tient au poil. Après, le truc le plus intéressant sur cet écran, c'est qu'il est extrêmement contrasté, trop. Je veux dire, les couleurs sont trop vives, la luminosité est trop forte, etc. Mais c'est parfait. Pourquoi ? Parce que c'est sûr que si vous l'allumez en intérieur, vous vous dites « Putain, c'est un écran de cinéma, c'est beaucoup trop fort, etc. » Mais c'est pas en intérieur que vous utilisez un drone, c'est en extérieur, quand il fait relativement beau, et surtout dans un endroit dégagé. Vous n'êtes pas sous couvert de quelque chose, parce que vous voulez garder le visuel sur le drone, que ce soit pour la réception des antennes ou simplement pour voir où il est. Et donc, vous allez vous retrouver 2 fois sur 3 en plein soleil. Et en plein soleil, l'écran, il se retrouve juste bien. En termes de contraste, de machin, c'est confortable d'utilisation. Alors qu'à côté, la tablette, je vois que dalle, je suis obligé de mettre un chapeau ou un truc ou me cacher d'une manière ou d'une autre pour continuer à voir l'écran. Alors qu'avec la télécommande du Phantom 4, c'est confort. Je vois bien mon image, je vois où je vais, etc. L'écran pourrait être plus grand. Hein, je veux dire, j'ai l'habitude d'utiliser le Mavic avec une tablette, donc forcément j'ai l'habitude d'un grand écran. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser des téléphones pour commander les drones, c'est kiff-kiff. Maintenant, il n'est pas trop petit non plus. Je veux dire, c'est confortable d'utilisation, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Bon, maintenant on a parlé du drone qui est déjà un super jouet en lui-même, mais il faut aussi qu'on parle de la caméra qui est accrochée en dessous. Alors là, le ronronnement que vous entendez, c'est le drone que j'ai à la main. Et je crois que j'avais déjà fait cette démo, mais je voudrais juste vous remontrer un petit peu la stabilisation de la caméra. C'est vraiment, vraiment sympa. Alors le truc avec la caméra, c'est qu'elle ne pivote pas, c'est le drone qui pivote. Hein, et vous pouvez la monter ou la descendre, et elle est limitée en hauteur à, je crois, plus 10 degrés ou un truc comme ça. Vous pouvez la débrayer jusqu'à plus 30, mais vous risquez de voir le drone à ce moment-là. Donc ça dépend de l'usage que vous en faites. Évidemment, si vous voulez filmer une image bien pro, etc., on va éviter d'avoir les hélices dans le champ. Si c'est juste pour vous promener dans le coin et regarder le paysage, à la limite, on s'en fout. De même, si vous volez par un temps un peu turbulent ou s'il y a du vent ou quoi, pour stabiliser la caméra ou pour stabiliser sa propre position, le drone va être amené à faire des manœuvres tout seul. Et donc, vous pouvez de temps en temps voir les antennes dans le champ, donc ce qui ressemble au pied du drone, enfin sur lequel il se pose, donc oui, c'est les pieds, effectivement. C'est aussi les antennes du drone, et donc oui, vous pouvez les voir dans le champ si jamais la météo est vraiment trop dégueu. Mais quand la météo n'est pas dégueu, vous ne les voyez pas, il n'y a pas de problème. Ou alors sinon, vous faites des manœuvres de ouf, mais bon, là aussi, c'est à vous de vous demander ce que vous allez filmer. Hein. Alors pour ce qui est de la caméra, clairement, c'est un bijou. Elle fait 2,8 d'ouverture, focale fixe, et elle a un piqué. Les gens. Ça vaut de la sérielle. Je le dis comme ça vaut de la sérielle. Alors, sur les bords de l'image, c'est un peu étiré. Il y a une légère déformation qui est rattrapable sur Photoshop ou enfin, si vous avez un peu de patience, ou si ça se trouve, il y a même des profils de correction, mais n'étant pas trop perturbé par les distorsions en bord d'image, vu que j'ai l'habitude des grands angles, moi, je m'en fous, en tout cas. Mais je suis à peu près certain que vous pouvez trouver des profils sous Lightroom, par exemple. Mais alors, que ce soit au centre de l'image ou au bord, le piqué reste excellent. Pour moi, ça vaut des sériels. Il y a des sériels qui sont plus mauvais que ça, vraiment. Et puis après, pour le reste des caractéristiques, c'est 4K, c'est 60 images secondes, c'est 20 millions de pixels en photo.
Donc là aussi, c'est confort, hein. Ah oui, un truc aussi à propos du 4K, c'est du vrai 4K. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des drones ou des caméras qui font du 4K, mais qui stabilisent l'image avec une stabilisation numérique. Donc en fait, ils croppent un peu dans l'image pour la stabiliser. Du coup, à la fin, c'est plus vraiment de la 4K. C'est du un peu moins que 4K. Là, comme c'est une stabilisation mécanique, vous gardez votre 4K. Donc de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Éventuellement, ce que je pourrais dire, c'est que l'appareil photo n'est pas très rapide. Dans le sens où, pour faire votre point, bon, il lui faut une seconde ou deux. Franchement, en vol, c'est pas la mort. C'est pas comme au sol, quand vous avez besoin d'un focus au quart de seconde en reportage. En général, quand on fait des photos au drone, on prend le temps de bien la cadrer, de bien faire le point, etc. Donc bon. Mais c'est vrai que quand on a l'habitude d'un réflexe ultra rapide, bon, ça change un petit peu. Un autre truc, évidemment, il fait des photos en RAW. Alors, il fait pas de vidéo en RAW, mais il fait des photos en RAW. Et en vidéo, vous avez des profils plats. Vous savez, des profils sans contraste, des profils vidéo, sur lesquels, après, vous pouvez énormément bosser. Donc, c'est pas du RAW, mais la plupart du temps, le RAW en vidéo, à moins d'être vraiment dans de la grosse prod, c'est pas nécessaire, hein. Même pour les pros, je connais des tas de pros qui font de la vidéo et qui ne font pas de RAW parce que ça demande un traitement de ouf derrière et c'est trop chronophage. Après, de faire la vidéo n'est plus rentable, quoi. Donc j'en vois déjà venir. Oui, mais les vrais pros, ils utilisent du RAW et tout. Oui, oui, dans le cinéma, juste pour une petite vidéo promotionnelle, non, on n'utilise pas de RAW. À moins que ce soit un contrat à 10 000 euros pour 2 heures, mais bon, vous n'êtes pas nombreux à en avoir des comme ça, je pense. Donc le mieux pour se rendre compte de la qualité des photos que fait ce drone, c'est de vous faire quelques aujourd'hui c'est Lightroom. Donc à l'avenir, vous aurez parmi les aujourd'hui c'est Lightroom des exemples de photos faites au Phantom 4. Donc je le dirai en début de vidéo. Voilà, ça c'est une photo du Phantom 4, machin, etc. Et on fera les développements sous Lightroom. Et puis j'en profiterai pour vous montrer un petit peu les détails de l'image. Bon, dans la dernière vidéo, je vous avais déjà dit que c'était un jouet absolument génial. Et ma foi, je n'ai pas je n'ai pas relevé plus de défauts sur ce drone que ce que j'avais relevé avant, c'est-à-dire le problème de la résistance à l'eau, hein, dont j'ai déjà suffisamment parlé, je pense. Et je le trouve toujours meilleur que le Mavic. Le Mavic est déjà excellent. Celui-là, c'est un petit peu au-dessus, forcément, hein, en termes d'autonomie de vol, de vitesse de vol, de qualité de caméra. Mais comme je le dis toujours, demandez-vous ce que vous voulez, un jouet ou un outil. Si vous avez besoin d'un outil performant, orientez-vous plutôt vers le Phantom 4. Si vous avez juste envie d'un jouet, le Mavic pourrait éventuellement suffire. Si vous avez envie d'un super beau jouet, le Phantom 4 est super. Par contre, j'en avais déjà vaguement parlé dans la vidéo que j'avais faite en décembre et j'ai eu beaucoup de retours dans les commentaires. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, mais la réglementation des drones commence à puer du cul en France et donc j'ai pas envie d'acheter un drone de plus de 800 grammes parce que je sens que ça va être très contraignant. Oui et non. Pour les professionnels, clairement, le Phantom 4 c'est une bonne solution. Alors, j'entends toujours les mêmes puristes qui disent « Ouais, mais le professionnel, lui, va prendre une matrice ou un Inspire parce qu'il a besoin de vraies images de pro et tout. » C'est pas la caméra qui fait les images de pro, hein, mais bon, c'est un autre débat. Pour le professionnel qui veut faire de la vraie image aérienne à côté de la photo, par exemple, pendant les mariages ou ce genre de choses, le Phantom 4 est bien. Par contre, c'est vrai qu'avec la nouvelle réglementation qui sort, il va falloir aimer la paperasse. Adrien, par exemple, a renoncé au drone dans son entreprise parce qu'il trouvait ça trop contraignant au regard de ce que ça lui apportait dans les mariages et pour le reste. Chose que je peux comprendre. Moi, personnellement, je ne les utilise pas professionnellement, mes drones. Le Mavic, c'est pour le jouer, et puis du coup, le Phantom 4 aussi. Je ne l'aurais pas acheté si DJI ne m'avait pas proposé d'en parler, hein. Enfin, je ne l'ai pas acheté de toute façon, mais voilà, je ne compte pas m'en servir en tant que professionnel parce que c'est trop contraignant. Maintenant, si vous avez décidé que dans la vie, vous vouliez être pilote de drone, opérateur drone, ma foi, ça sera comme avant. De toute façon, vous aviez déjà de la paperasse, vous en aurez encore, et on vous emmerdera pas plus pour voler une fois que vous avez vos paperasses, vos autorisations, tout ça. Par contre, les amateurs, et je sais très bien que c'est la majorité d'entre vous, les amateurs, vous pourriez juger les contraintes futures un petit peu trop contraignantes. Je ferai éventuellement une vidéo dédiée à ce sujet. Mais ce que je peux dire, c'est que les professionnels, enfin ceux qui veulent vraiment faire de la vidéo drone, mais qui n'ont pas forcément le budget pour des drones énormes ou qui veulent de la portabilité, etc., celui-ci, le Phantom 4, est déjà excellent. Pour les amateurs qui veulent de beaux jouets, le Phantom 4 est excellent. Pour les amateurs qui veulent pas se faire chier avec un drone de plus de 800 grammes, Mavic.
Mavic. Alors, il y a le Mavic 2 qui vient de sortir, mais le Mavic, en termes de performance, le Mavic Pro est légèrement au-dessus. Alors bon, la caméra du Mavic 2 est un petit peu plus récente, donc il y a 2-3 fonctions en plus, mais là aussi, il faut se demander si c'est du gadget ou quoi. Ça dépend de vos besoins ou de vos envies, bien évidemment, c'est pas la même chose. Bon, à l'avenir, je ferai sûrement une vidéo encore sur la réglementation des drones, parce que personnellement, je trouve que c'est un grand n'importe quoi. Je veux dire, c'est très contraignant au regard de ce que sont les drones. L'année dernière, il y a eu, si je ne me trompe pas, 23 incidents répertoriés dans le monde avec des drones. Et j'ai pas dit accident, j'ai dit incident. Et ce qu'on appelle un incident, c'est un pilote d'avion qui dit « Oh, un drone, il devrait pas être là ». Voilà, ça se résume à ça. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu d'accident avec les drones. Ça, il y en a eu 0. En France, des incidents, il y en a eu 6. Parce que quand je dis 23, c'est dans le monde, surtout les États-Unis. 6 rapprochements de drones avec des avions et c'est des clampins qui volaient à côté des aéroports. C'est déjà pas très intelligent comme ça, mais bon, voilà. 6 incidents. Alors après, on va me dire, oui, mais Arnaud, c'est normal, il n'y a pas beaucoup de drones. Le jour où il y en aura partout, il y aura des accidents partout. Non. L'année dernière, il y a 200 000 drones qui ont été vendus en France. Ça fait beaucoup. Et sur ces 200 000 drones, il y a eu 6 incidents. Je trouve que ça va, franchement. Mais bon, je vais vous dire pourquoi. Quand un mec a mis 2 SMIC et demi dans un drone, parce que j'aime bien calculer en SMIC, c'est ce que gagne un pauvre. Oui, quand on gagne un SMIC, on est pauvre. Une fois qu'on a payé le loyer, la bouffe et tout, il reste rien. Donc quand on a mis 2 fois et demi le salaire de quelqu'un dans un drone, on y fait un peu attention parce que même quand on gagne 2000 ou 3000 euros par mois, c'est pas un truc qu'on s'achète tous les mois. C'est un beau jouet qu'on programme pour Noël ou l'anniversaire, on économise un an en avance, etc. Donc une fois qu'on l'a, on y fait un minimum attention. Donc oui, on va pas le foutre dans les avions, on va pas le foutre dans les arbres, on va pas foutre machin. Donc je pense que de toute façon, les pilotes de drones sont un minimum consciencieux. Je trouve que les lois sur les drones sont un petit peu trop... un peu sévère, et encore là je le dis gentiment, mais je ferai peut-être une vidéo dédiée sur le sujet, et je ferai sûrement aussi une vidéo pour ceux que ça intéresse. À la limite, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, s'il y a des usagers de drones, si vous voulez quelques tutos un peu plus drone, comment faire telle photo, comment utiliser telle fonction chez DJI, etc. Parce que oui, forcément je parlerai des drones DJI. Voilà, donc je pense que je vais en rester ici pour la vidéo d'aujourd'hui. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la revoyure.